Tout vendre pour devenir nomade à temps plein est une mauvaise idée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi financièrement, c'est pas la meilleure idée du monde, mais si malgré tout vous décidez de réaliser votre rêve et de devenir nomade, comme Valérie et moi on le fait en 2016 quand on a loué notre maison pour la première année et qu'ensuite en 2018 on a tout vendu pour devenir des nomades à temps plein, je vais vous expliquer comment faire une transition financièrement responsable. Vous le savez peut-être, mais avant de devenir nomade et de faire de la création de contenu vidéo sur le web, mon ancien métier, c'était d'être courtier hypothécaire et je gravitais à travers les finances personnelles. C'était mon dada, j'aidais les gens à gérer leurs finances pour soit faire l'acquisition d'une maison ou soit refinancer une maison pour payer des dettes. Et bref, les finances personnelles, ça me connaît. Puis, ben, c'est drôle parce que prendre une grande décision comme ça, de faire une transition d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie nomade, c'est pas nécessairement la meilleure des idées financièrement parlant. Fait qu'aujourd'hui, on va démystifier tout ça, puis je vais aussi vous donner des trucs et des conseils pour le faire d'une manière responsable, parce qu'il faut savoir que la grande majorité des gens qui font cette transition-là vont finalement revenir un jour par être sédentaire ou au moins reprendre un pied à terre, comme on le fait Valérie et moi. Je suis même présentement dans notre pied à terre et je vais vous expliquer un peu pourquoi on en est rendu là aujourd'hui. Puis pourquoi justement on a testé toutes les façons de faire. On a testé de garder notre propriété et de la louer pendant qu'on était parti. Et pourquoi après ça on a décidé de la vendre et pourquoi aujourd'hui on est rendu avec un pied à terre. Pour débuter, je vous parle de notre petite histoire. Valérie et moi, en 2016, on avait cette envie de prendre la route. On avait déjà notre roulotte depuis déjà 2 ans qui amassait la poussière dans notre entrée parce qu'on n'arrivait pas à faire des longs road trips comme on rêvait quand on l'a acheté. On faisait des petits week-ends de temps en temps, des petits 2 semaines de voyage, mais on avait l'impression d'avoir épuisé tout ce qui se faisait à moins de quelques heures de distance à partir de chez nous à Québec. Puis, on rêvait de faire un long road trip de quelques mois, puis d'aller visiter l'Ouest canadien. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. À chaque année, on essayait de le planifier, mais on n'arrivait jamais à le faire parce que financièrement, avec le coût de notre maison, avec les vacances que Valérie pouvait prendre à son travail, avec mon travail en tant que travailleur autonome qui ne me permettait pas de prendre des vacances puis d'être vraiment à distance pendant un certain temps. Il faut se rappeler qu'en 2015, le travail à distance n'était pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. Le métier de courtier hypothécaire, c'était pas quelque chose qu'on pouvait envisager faire à distance à ce moment-là. Puis, graduellement, on a été exposé sur les médias sociaux à des gens qui commençaient à faire cette vie-là nomade, puis à vivre à temps plein dans leur véhicule. Puis c'est là que ça nous a mis la puce à l'oreille que peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être possible et qu'on pourrait envisager, qui pourrait nous permettre de réaliser notre envie de faire un long road trip de plusieurs mois. Puis là, bon, on s'est dit, peut-être que moi, je serais capable de modifier certains aspects de mon travail pour être capable de travailler à distance puis de maintenir des revenus sur la route. Parce que ça, s'il y a une chose qui est importante, si vous voulez faire des longs voyages, c'est de pouvoir être capable de continuer à maintenir des revenus parce que, veux pas, ça engendre des dépenses de continuer de voyager à temps plein et d'être nomade à temps plein. Donc, il faut avoir une façon de maintenir des revenus. Puis l'autre enjeu, ben, c'était de pouvoir essayer de réduire nos paiements mensuels pour être capable de le faire. Et ça n'avait pas le choix de passer par le fait de vendre, de louer notre propriété. Donc ça, c'était notre premier projet. Ça a été de mettre notre maison à louer pendant 1 an. Et comme ça, elle se paierait tout seul et on serait capable de continuer à voyager puis à ne pas avoir à payer notre maison pendant ce temps-là. Puis après ça, ben, on pourrait rentrer dans notre vie sédentaire comme avant. Donc ça, c'était la première année qu'on a faite en 2016. Ça avait des enjeux de faire ça, de louer notre maison, parce que premièrement, d'avoir des étrangers qui habitent dans notre maison, nous, on voulait louer meublé pour ne pas être obligé de tout sortir nos meubles et de tous les rentrer à nouveau après. Ça nous stressait un petit peu de laisser tous nos biens entre les mains de des gens qu'on ne connaissait pas. Pendant qu'on était sur la route, moi, ça me faisait toujours un petit peu d'anxiété d'être certain qu'il allait payer parce que moi, j'étais très très loin pour m'occuper de ça si jamais il ne payait pas ou s'il y avait des bris ou quoi que ce soit en étant à l'autre bout de l'Amérique. C'était un petit peu plus anxiogène pour moi. Puis après 1 an sur la route, on avait vraiment hâte de reprendre notre maison, de reprendre notre vie sédentaire. On n'avait pas vraiment l'impression qu'on était fait pour continuer à temps plein. Puis, après quelques semaines à la maison, à profiter de longues douches chaudes, de notre laveuse sécheuse, puis d'être revenu dans notre confort,
On trouvait notre vie tellement plate comparée à notre vie nomade qu'on avait vraiment l'envie de reprendre pour de bon la route. Et cette fois-là, vu que j'avais été très anxieux pendant qu'on était parti avec la maison qui était louée, on a pris la décision de tout vendre et de faire le grand saut et de devenir des nomades à temps plein. Puis, à partir de là, c'est là vraiment où tout s'est enclenché dans le processus de vendre toutes nos choses, de vendre la maison et après de prendre la route pour de bon en 2018. Ça, c'est ce qu'on a fait et on s'est rendu en Alaska pour notre premier road trip. Ça a été une expérience quand même formidable de laisser tous nos meubles derrière, de laisser tous nos souvenirs, toutes nos affaires. On dirait que plus on en vendait, plus on se sentait libre, plus on avait l'impression d'être léger et plus on s'approchait de notre rêve de liberté d'être nomade à temps plein. Fait que ça a été une très belle expérience pour les premières années. À travers tous ces changements-là, on s'est toujours assuré de le faire d'une manière financièrement responsable. Par là, je pense au profit qu'on a fait avec la vente de notre propriété. Bon, on s'est assuré de le mettre de côté et de ne pas y toucher pendant nos voyages pour être certain que si un jour on a une porte de sortie, si jamais on doit redevenir sédentaire, qu'on a notre argent de côté pour mettre en mise de fonds pour racheter une nouvelle propriété, puis de ne pas se retrouver sans rien à notre retour. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une petite remorque fermée pour entreposer nos objets de valeur qu'on voulait conserver à tout prix et nos souvenirs, les petites choses qui ont plus une valeur sentimentale. On a entreposé tout ça dans cette remorque fermée-là chez la mère de Valérie. Elle avait de la place sur son terrain, puis on a eu cette chance-là de pouvoir entreposer nos choses là-dedans. De cette façon-là, ça nous permettait de ne pas avoir à payer des frais mensuels d'entreposage pour des objets qui n'ont peut-être pas nécessairement la valeur du coût de l'entreposage, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut penser si vous voulez garder des meubles, garder des choses pour ne pas être obligé de racheter si vous redevenez sédentaire un jour. Ben, le coût de l'entreposage, bien souvent, en l'accumulant, ça finit par rembourser la valeur des objets qui sont dedans. Fait que c'est quand même quelque chose à réfléchir. Donc, nous, c'est pour ça qu'on avait opté pour l'option d'une remorque fermée. Puis on se disait, si on redevient sédentaire, ça va être simple. Si on veut redéménager, on va juste amener la remorque à notre nouvelle propriété, remettre tous les objets dans notre nouvelle propriété, puis vendre la remorque. Puis en bout de ligne, l'entreposage nous aura presque rien coûté parce qu'on avait acheté une remorque usagée. Puis à la revente, il n'y a pas une grosse perte de valeur sur ce genre d'équipement-là. Fait que ça, c'est l'option que nous, on avait faite. Puis, en même temps, ben, on s'assurait de pouvoir continuer à maintenir nos revenus. Puis, quand je parle de maintenir des revenus, ben, c'est important parce qu'on pourrait avoir tendance à penser que quand on n'a plus de maison à payer, plus de taxes municipales et scolaires, plus d'électricité à payer, que la vie coûte beaucoup moins cher en étant nomade. Rendu là, c'est du cas par cas, mais pour la plupart des gens, je pense que sur la route, on s'en permet un peu plus, on va plus souvent au restaurant, on fait plus d'activités que si on était sédentaire puis qu'on reste dans notre maison. Donc en général, nos dépenses, ils restent à peu près les mêmes sur la route, ils font juste changer de colonne. Au lieu de payer de l'électricité, ben, on met de l'essence dans notre véhicule. Au lieu de payer des taxes municipales et scolaires, ben, on met de l'argent dans des campings de temps en temps. L'argent qu'on mettrait sur notre hypothèque, on le met en activité, bref, puis en accessoires sur notre véhicule parce que vous ne voulez pas tous les accessoires pour la vie nomade. Si vous voulez être équipé pour être autonome, si vous voulez des trottinettes, des paddleboards, des affaires pour faire des activités, ça coûte de l'argent, ça coûte très cher. Fait qu'en bout de ligne, les dépenses ne sont pas nécessairement moindres. Je ne dis pas que c'est impossible parce que c'est sûr que si vous voulez faire un mode de vie nomade, plus minimaliste, avoir moins d'accessoires, bouger moins souvent, faire moins d'activités, puis juste vivre dans votre véhicule. Il y a moyen que ça coûte beaucoup moins cher que de vivre dans une maison. Toutefois, pour, je pense, la plupart d'entre vous, vous voulez vous rêvez de voyages, d'aventures, de liberté, d'activités, de faire des choses que vous ne feriez pas autrement, puis de réaliser des rêves. Et ça a un coût. Donc, en bout de ligne, il faut s'assurer de maintenir, je dirais, au moins les mêmes revenus que vous aviez quand vous étiez sédentaire. Puis ça demande aussi une rigueur parce que quand on est sur la route, c'est facile de tomber en mode vacances, mais il faut se rappeler que c'est un mode de vie et non des vacances. Puis si on le garde en mode vacances pendant des très longues périodes, ça peut coûter très cher et on travaille beaucoup moins que quand on est en mode de vie nomade où on travaille des nomades digitaux. Fait que ça, c'est très important à tenir en ligne de compte, de maintenir des revenus, puis d'essayer de maintenir un budget similaire, puis d'établir ce budget-là et de le suivre quand même, parce que ça peut devenir
plus complexe, je dirais, à gérer les finances. On dirait qu'on a moins de stabilité parce que justement, c'est toutes des dépenses qui sont différentes d'un endroit à l'autre. Des fois, la devise étrangère, si vous voyagez aux États-Unis, au Mexique, au Canada, les devises vont avoir un impact sur votre budget aussi. Fait que c'est toutes des choses à prendre en ligne de compte pour essayer de le faire d'une manière financièrement responsable. Le titre de ma vidéo, c'était que tout vendre et devenir nomade à temps plein est une mauvaise idée. Bien, je vous fais une grosse mise en garde parce qu'il faut savoir que tout vendre peut avoir de graves conséquences. Je pense juste à un exemple, c'est que la flambée de l'immobilier, si on parle avant la pandémie versus après, la maison que nous, on possédait à Québec avant de devenir nomade, elle a pris plus de 100 000 en valeur pendant les années de la pandémie. Donc, nous, en étant nomades pendant cette période-là, si on pensait un jour redevenir sédentaire et reprendre une maison similaire, ben, on n'avait pratiquement pas les moyens de retourner dans une maison au même niveau de vie que ce qu'on avait avant. Nos véhicules, ce n'est pas des investissements, ça reste des dépenses. Les véhicules ne prennent pas de valeur. Parfois, ça peut arriver que par hasard, exemple, justement, pendant la pandémie, il y a eu tellement de demandes que certains véhicules ont pris de la valeur, mais règle générale, les véhicules, ça prend de l'usure, ça vieillit, il y a des choses qui brisent dessus, ça demande plus d'entretien qu'une maison et ça perd plus de valeur très rapidement. Et si on fait ça pendant quelques années, qu'on ne fait pas un bon achat sur notre véhicule, puis qu'on le revend après quelques années avec beaucoup d'usure, parce que quand on vit dedans à temps plein dans notre véhicule, il s'use plus vite, il perd plus de valeur rapidement parce qu'on fait plus de millage dessus. Donc, en bout de ligne, on se retrouve à avoir une plus grosse perte financière. Donc, même en le faisant d'une manière financièrement responsable, ça se peut qu'on ne soit jamais capable de revenir au même niveau de vie qu'on était avant de tout vendre. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Si vraiment vous êtes motivé à tout vendre et que malgré toutes les recommandations et les mises en garde que je vous ai faites, vous voulez réaliser votre rêve de devenir nomade, une des choses que vous allez avoir besoin, c'est un VPN, dont celui de notre commanditaire du jour, Surfshark VPN. Un VPN, ça sert à quoi? Bien, quand on est nomade, c'est d'une grande utilité. Ça permet de sécuriser sa connexion. Comment ça fonctionne? Quand vous allez utiliser votre appareil, que ce soit votre téléphone, votre ordi, votre tablette, peu importe quel appareil vous allez utiliser, votre compte Surfshark va pouvoir fonctionner sur tous ces appareils-là. Et là, vous allez vous connecter sur le réseau, soit votre réseau Wi-Fi si vous avez, exemple, une antenne Starlink, soit un réseau Wi-Fi public si vous êtes dans un endroit public puis vous voulez aller travailler ou utiliser Internet à cet endroit-là. Et là, vous allez ouvrir l'application de Surfshark. Vous allez choisir le serveur sur lequel vous voulez vous connecter. Ils ont des serveurs partout dans le monde. Et là, quand vous allez cliquer pour se connecter sur un de ces serveurs-là, votre connexion va passer par ce serveur-là pour ensuite naviguer sur Internet d'une manière sécurisée. C'est très important pour, d'un, sécuriser vos données personnelles. Donc, si vous allez sur les sites web de vos banques, si vous allez dans vos courriels, vos médias sociaux, vous ne voulez pas vous faire pirater votre connexion sur des réseaux publics qui ne sont pas sécurisés. Donc, ça, c'est un des gros outils d'un VPN quand on est sur la route. Ça permet également de choisir un serveur dans un autre pays pour avoir accès à des contenus qui ne sont pas accessibles dans le pays où on se trouve. Par exemple, si on est au Québec et qu'on veut avoir accès à la bibliothèque de Netflix aux États-Unis, on se connecte sur un serveur aux États-Unis et on peut regarder du contenu américain. À l'inverse, si on est aux États-Unis et qu'on veut regarder du contenu du Québec, on peut choisir de se connecter sur un serveur de Montréal ou Toronto ou peu importe au Canada pour regarder du contenu télévisuel du Québec ou ailleurs au Canada. Donc, c'est très, très utile pour toutes ces choses-là, un VPN. Et si vous cliquez sur surfshark.com/Alexandre et Valérie, vous allez obtenir 4 mois supplémentaires lors de votre abonnement. Merci à Surfshark de commanditer l'épisode. Lorsque vous avez pris votre décision de devenir nomade à temps plein, une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est de débarrasser toutes vos choses, de vendre vos meubles, vos possessions, vos souvenirs et de trier tout ça. Et c'est pas quelque chose qui est facile au début. Je dirais que les premiers items sont plus durs à se détacher émotionnellement, mais graduellement, plus on avance dans le processus, plus on se sent léger, plus on se sent libre, comme je le disais en introduction. Mais ça devient difficile de gérer qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on veut entreposer ou qu'est-ce qu'on veut vendre ou qu'est-ce qu'on va donner. Je vous donne mes petits conseils rapides suite à notre expérience quand on l'a fait, nous, en 2018. Ma première chose, c'est de ne pas perdre trop de temps sur des objets qui n'ont pas une grande valeur. Beaucoup de petits objets, de petites choses, des petits objets de décoration, des coussins, des tapis, certaines choses que
qui sont vraiment rattachés à cette maison-là ou à cet appartement-là qu'on occupait, qui probablement ne feront même pas l'affaire dans votre prochaine maison ou prochain pied à terre si un jour vous rachetez quelque chose. Parfois, ces objets-là n'ont pas une grande valeur. Vous pouvez aller voir sur Marketplace, exemple, ou des sites de petites annonces, Le Bon Coin si vous êtes en Europe, puis voir si c'est des trucs qui peuvent se vendre bien. Mais, règle générale, les objets en bas de 50 $, c'est de l'ouvrage à vendre. Ça ne vaut pas toujours la peine nécessairement pour tout le temps que ça peut prendre de tout vendre ces objets-là. Parfois, de donner à des proches, de faire venir des membres de la famille, des amis, puis voir s'il y a des choses qui les intéressent ou de les vendre vraiment pas cher, de faire des gros package deals de plein de décorations pour un certain prix, puis d'essayer de débarrasser. Parce que les objets de petite valeur, on perd beaucoup de temps à essayer de les débarrasser, puis ça ne vaut pas nécessairement la peine. On a fait aussi, nous, une vente de garage, un vide-grenier pour les Français qui nous écoutent. Et ça non plus, ça n'a pas été un grand succès. On a perdu beaucoup de temps à tout sortir, tout étaler sur notre terrain. En plus, nous, on habitait sur une rue qui était très passante, donc on pensait avoir bien du succès avec ça. Puis finalement, pour tout le temps qu'on a investi là-dessus, je pense qu'on a vendu pour à peu près 200 $ d'objets. On aurait été mieux de travailler cette journée-là, puis on aurait fait plus d'argent que le peu de choses qu'on a réussi à vendre. Puis c'était vraiment à des prix dérisoires, là, les offres qu'on recevait. Je pense que les gens qui visitent des ventes de garage ou des vides-greniers, ils s'attendent à payer vraiment, vraiment pas cher. Fait que si vous avez des objets de valeur, vous ne les vendrez pas dans une vente de garage. Ça va se vendre sur Marketplace, sur Le Bon Coin, à des gens qui en ont vraiment besoin. Une fois que le gros du travail a été fait de débarrasser les gros morceaux, les gros meubles, les petites décorations et tout, après ça, il va vous rester de nombreux objets, soit des objets sentimentaux, soit des objets de valeur que vous savez que vous ne voulez pas être obligé de racheter, des objets que tout le monde a déjà dans leur maison, dans leur appartement, exemple la vaisselle, des couteaux, si vous avez des bons couteaux, c'est pas des choses qu'usagées, ça se vend très bien, mais c'est des choses qui vont coûter quand même cher quand vous allez vouloir les racheter un jour. À ce moment-là, ben là, c'est là qu'entre en jeu, nous, la remorque fermée qu'on avait achetée à l'époque pour entreposer nos objets. Donc, les souvenirs qui nous tenaient vraiment à cœur, on s'est limité puis on en a trié. Il y a certaines choses, exemple, moi, j'ai joué au hockey beaucoup dans ma jeunesse, j'avais une panoplie de trophées, de médailles. J'ai pris des photos de tout ça et j'ai jeté les trophées ou donné ou j'ai tout débarrassé mes souvenirs de hockey de cette façon-là. Comme ça, je les ai en photo si un jour je veux les montrer à quelqu'un, même si c'est pas vraiment le cas. Mais au moins, je les aurai quand même en photo pour m'en souvenir. Et sinon, ben, vraiment les souvenirs qu'on va dire tout étoile, là, les All-Star souvenirs, on a fait chacun un bac pour Valérie, un bac pour moi, qu'on a mis dans la remorque avec les quelques objets de valeur, mais qui ne se revendent pas bien. Puis on a entreposé ça pendant quelques années chez la mère de Val. Euh, je pense que c'est peut-être la meilleure façon de faire. Peut-être que votre expérience sera différente de la nôtre, mais bref, je tenais à vous partager la façon que nous, on le fait et comment je le referais à nouveau si jamais j'étais placé dans cette situation-là. Une fois que les objets sont débarrassés et qu'on est prêt à prendre la route, ben là, c'est le temps d'aménager notre véhicule avec tout ce qu'on va avoir besoin. Puis ça, encore une fois, c'est une transition qui est difficile à faire parce que là, on est habitué d'avoir tout le confort d'une maison et là, on tombe avec un petit véhicule où on ne peut pas amener tout ce qu'il y a dans notre maison. Puis je pense que l'erreur que beaucoup de débutants font, c'est d'essayer d'en amener trop, de remplir tous les rangements de leur véhicule à rebord et d'amener pour avoir le plus de confort possible sur la route. Parfois même de choisir un VR le plus gros possible pour essayer de répliquer un peu la vie dans une maison. Mais faut vraiment faire la coupure entre la vie nomade et sédentaire parce qu'il y a vraiment une grosse différence dans le mode de vie. Quand on est sur la route, on a besoin de simplicité, on a besoin d'avoir un accès rapide à nos objets. On n'a pas besoin d'avoir autant d'accessoires, même de cuisine. On peut se débrouiller avec les moyens du bord bien souvent. On mange un petit peu plus souvent au resto. Nos repas sont peut-être un petit peu moins élaborés. Il y en a qui cuisinent beaucoup dans leur véhicule, puis c'est tout à fait correct, mais je pense qu'en général, le fait d'être sur la route, d'être nomade, c'est sûr que ça apporte à faire des repas un petit peu plus rapides. Donc, des fois, on va réussir à s'organiser avec les objets qu'on a, même si on n'a pas 8 couteaux pour chaque sorte de coupe qu'on doit faire, on peut s'arranger quand même avec les choses qu'on a. Juste pour vous donner une idée, nous, la première fois qu'on est parti sur la route en 2016, après 2 mois sur la route, on a été obligé de renvoyer 2 grosses boîtes d'objets qu'on n'utilisait pas par la poste à la maison.
On était à Calgary, on était à peu près dans le milieu de notre road trip, puis ces objets-là étaient toujours dans nos jambes. Quand on voulait avoir un accès rapide à nos choses, dans nos rangements, vu que les rangements débordaient, c'était du trouble de toujours les sortir puis toujours les tasser. Puis on se retrouvait à avoir des objets qu'on n'utilisait jamais. Quand ça fait 2 mois que tu n'as pas utilisé un objet sur la route, en théorie, c'est que tu n'en as pas vraiment, vraiment besoin. Puis donc on avait fait ça pour un peu épurer nos rangements puis être capable de mieux vivre sur la route. Puis c'est ça, bon, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas besoin. Je pense que la façon de faire, c'est peut-être de partir un peu moins équipé, puis au pire de s'équiper sur la route si vraiment il y a un besoin nécessaire. C'est peut-être aussi le danger des fois de regarder trop de vidéos de prêt pour la route où je parle de plein, plein, plein d'accessoires qui existent, que vous n'avez peut-être pas toujours besoin. Des fois, c'est peut-être mieux de prendre la route, d'essayer de vivre avec ce que vous avez, puis d'équiper à mesure selon vos besoins. Peut-être que vous pensez avoir besoin d'un gros kit de panneaux solaires, de batterie ou d'avoir une belle station d'énergie Blue Yeti, mais peut-être qu'en bout de ligne, vous allez être toujours dans les campings parce que vous n'aimerez pas faire du camping sauvage, puis que finalement, un équipement pour être autonome n'est pas nécessairement obligatoire pour vous. Donc, bref, ce que je recommande, c'est de partir léger et d'équiper à mesure, quitte à si vous avez justement gardé soit un entreposage avec ou une remorque, bien, quand vous repasserez, vous ramasserez peut-être les objets indispensables que vous auriez peut-être dû amener, que vous n'aviez pas amené, mais je pense que c'est mieux d'être plus léger puis de se débrouiller sur la route que de partir avec trop de stock puis d'être encombré de nos objets. Le poids est important sur notre véhicule pour la tenue de route, la sécurité. L'accès rapide à nos objets qu'on utilise vraiment est primordial avant le fait d'avoir des objets qu'on utilise très, très rarement. En faisant la transition, puis en démarrant vos premiers mois sur la route, vous allez vite voir que la qualité de vie, le confort pour le corps humain est vraiment différent sur la route. Que ce soit par les nuits qui sont beaucoup moins tranquilles, beaucoup moins calmes que dans une maison qui est toute isolée, quand on dort dans une halte routière avec des camionneurs, qu'on dort dans un Walmart avec des jeunes qui viennent faire le party puis qui font des burns avec leur véhicule à côté de toi qui essayent de dormir. Les nuits sont pas aussi relax qu'on le pense. On imagine souvent la vie nomade dans des emplacements en nature calme, mais ça, c'est qu'une partie de la vie nomade. Là, je dirais qu'au moins la moitié des nuits vont être passées dans des endroits publics où il y a plus de trafic, où les nuits vont être moins confortables. Il y a aussi l'accès à l'eau courante à l'infini. C'est un luxe qu'on ne réalise pas, qu'on a quand on est dans une maison, qu'on est sédentaire. Il faut économiser notre eau, il faut essayer de trouver des endroits pour remplir notre eau, trouver des endroits pour vider les eaux sales, il faut gérer justement les eaux sales. L'électricité aussi est un enjeu pour être autonome si on veut camper en nature ou si on veut juste pouvoir utiliser nos appareils électriques quand on n'est pas branché dans un camping. L'Internet, de moins en moins problématique grâce à des technologies comme Starlink et puis le réseau cellulaire qui s'est développé beaucoup à travers les années. Mais c'est sûr que ce ne sera jamais aussi bon que d'être à la maison avec un Wi-Fi illimité, pleine vitesse. Donc ça, c'est toutes des affaires, des luxes qu'on ne réalise peut-être pas qu'on a à la maison. Puis pour toutes ces petites choses-là, je pense que c'est important de tester un peu la vie nomade, soit de louer un VR dans le style que vous voulez acheter avant de faire un achat puis de faire votre transition, de peut-être faire un petit road trip de quelques semaines, pas en vacances, mais en simulant que vous êtes nomade, en continuant à travailler puis en voyant vraiment comment ça peut se vivre, cette vie-là, puis est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, parce que c'est une transition qui est drastique et qui est parfois irréversible. Peut-être que vous n'aurez jamais les moyens de racheter la même maison que vous aviez avant. Donc, il faut quand même prendre en considération puis être certain vraiment que c'est le mode de vie que vous voulez vivre dans le futur. Une question qu'on a longtemps eue, Valérie et moi, c'est la question d'avoir un pied à terre. On a longtemps cherché la solution idéale. On réfléchissait à soit avoir un petit chalet dans le bois, d'avoir un condo, de racheter une maison, de louer quand on revient pour avoir une place où on revient, parce que pour plusieurs raisons, parfois, même si on veut être nomade, il y a certaines raisons qui nous obligent à redevenir sédentaires, ne serait-ce que temporairement. Je pense ici à soit pour le travail, soit pour la famille quand on a des proches qui sont malades, soit pour notre propre santé à nous, si jamais on a besoin d'avoir des rendez-vous médicaux, si on a des problèmes de santé qui se développent. Que ce soit une pandémie comme on a eu il y a quelques années. C'est toutes des raisons, même aussi au Québec, si vous voulez conserver votre admissibilité à la RAMQ pour avoir des assurances
Pour toutes ces raisons-là, parfois on est obligé de passer un certain temps au Québec ou à l'endroit d'où vous venez. Et avoir un pied à terre, ça peut être utile pour ces périodes-là. Par contre, ça a un coût avoir un pied à terre, puis c'est souvent ça qui nous rebutait, Val et moi, parce que justement, de payer pour quelque chose, un endroit qu'on ne serait pas là souvent, qui resterait vide en notre absence, c'était un enjeu pour nous. Mais il y a plusieurs façons de le faire, puis il y a plusieurs types de pieds à terre qui peuvent être intéressants. Tantôt, je parlais d'avoir, exemple, un chalet dans le bois, une petite cabane, un endroit un petit peu plus éloigné, en région, qui coûte moins cher à l'achat, qui nécessite peut-être moins d'entretien parce qu'on n'y est pas souvent. Mais moi, de mon côté, ce qui me rebutait un peu, c'était, exemple, le déneigement, l'entretien du terrain, l'entretien du chalet, la sécurité de laisser un bâtiment vide en notre absence. Sinon, ben, l'autre option, c'est de racheter une maison qu'on va louer en notre absence. Je pense à nos amis Julien et Caro de Govan qui, eux, ont une belle maison dans les cantons de l'Est. Puis quand ils s'absentent pour des longues périodes, ben, ils la louent. Ça peut être une autre façon de le faire. Nous, le pied-à-terre qui était idéal pour nous, qu'on a trouvé, ben, c'est notre petit appartement qu'on a acheté ici, tout près de la famille, qui nous permet de justement revoir nos proches quand on revient, qui nous permet de se reposer entre les aventures, d'avoir notre laveuse sécheuse, notre bonne douche, notre Internet rapide quand on veut revenir pour travailler, puis prendre un moment pour nous avant de reprendre la route. Et ben, on est allé vers quelque chose qui était vraiment très, très petit, très compact. C'est un tout petit 3,5 qui ne nous a pas coûté cher. Puis ça nous permet d'avoir notre endroit quand on revient. Mais c'est sûr que ça a un coût qu'on n'avait pas anciennement. Donc ça nous oblige à travailler un petit peu plus pour générer des revenus pour compenser ou à dépenser un peu moins quand on part en voyage. Donc c'est une dépense à prendre en considération. L'avantage, ben, c'est ça, c'est qu'on là maintenant, on n'a plus besoin d'entreposer nos choses dans une remorque. On a maintenant un endroit pour placer nos choses. Puis c'est le compromis qui nous rend heureux, Val et moi, puis qui nous permet d'avoir une bonne santé mentale parce que c'est pas facile parfois d'être toujours sur la route, de toujours chercher des endroits. Puis, veux pas avec l'hiver québécois, quand on doit revenir au Québec puis qu'on habite dans un véhicule, c'est pas l'idéal. Donc là maintenant, pour nous, c'était le meilleur compromis qu'on a pu trouver d'avoir ce pied à terre-là. Financièrement parlant, c'est pas vraiment une bonne idée de devenir nomade. Par contre, pour votre santé mentale, pour votre bonheur, pour vivre vos rêves, je pense que ça peut valoir la peine de faire ce sacrifice-là et de se lancer dans ce mode de vie-là. De notre côté, en 2013, quand on a perdu mon père qui avait juste 53 ans, ça a été l'élément déclencheur, je pense, qui nous a poussé, nous, à vivre nos rêves. Mon père avait toujours vécu sa vie à plein, heureusement, parce que justement, elle aurait été très courte, sa vie. Puis, je pense que ça nous a juste motivés à faire de même, nous aussi, à prendre la route, puis à vivre nos rêves, même si ça peut peut-être potentiellement hypothéquer notre futur financier. Mais on a essayé de le faire justement toujours en étant très prévoyant puis en se gardant le plus de portes ouvertes possible. Il faut se rappeler aussi que là, je vous déballe toute notre expérience en dedans de quelques minutes, mais il faut se rappeler que ça s'est fait dans un processus très long et très graduel. Donc, pour nous, ça a été une adaptation qui a été très, ben, je dirais quand même relativement facile à faire. Beaucoup de gens nous disent, vous avez du courage d'avoir fait ça, mais on dirait que justement, je pense que le courage, c'est vraiment de faire la première étape qui est soit de louer sa maison, soit de vendre sa maison, puis de faire le premier pas en avant dans ce projet-là. Mais une fois que on est embarqué dans le projet, après ça, tout se fait graduellement, toutes les choses se placent. Il ne faut pas essayer de sauter d'étape, il faut y aller graduellement, puis prendre son temps pour le faire de manière responsable. Puis je pense que ça peut être une très belle expérience. Nous, ça fait maintenant 9 ans qu'on vit de façon nomade, là, maintenant de manière plus à temps partiel, je dirais, avec le pied à terre qu'on a maintenant, mais ça nous permet quand même de continuer à réaliser nos beaux projets de voyage. Encore une fois, un gros merci à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. Pour obtenir 4 mois lors de votre abonnement, cliquez sur surfshark.com/Alexandre et Valérie. Et si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!